À la une, ce jeudi 30 août, les chrétiens avaient rendez-vous aujourd'hui aux Mornes Rouges. Les fidèles se sont déplacés et rassemblés par centaines pour effectuer le pèlerinage Notre-Dame de la Délivrande, un moment fort où chacun a pu exprimer sa foi. Suite de notre série sur la rentrée scolaire, avec cette fois le passage chez le coiffeur. À quelques jours de la reprise, l'heure est à la coupe de cheveux, des coupes accessibles à tous, peu importe le budget. La rentrée qui se prépare également dans les établissements. Pour ceux de la ville de Fort-de-France, c'est l'heure des travaux, des aménagements indispensables pour garantir l'accueil et la sécurité des élèves. Le monde handisport en deuil, Jean-Paul Cocotte, l'un des fondateurs de la Ligue de Martinique, est décédé d'une longue maladie. Connu pour son engagement, il a été président de la Ligue pendant 16 ans. Il était aussi très impliqué dans la vie politique de la ville du Lamentin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour le journal. Vous pouvez suivre notre tranche info en direct sur la page Facebook d'ATV. Le 30 août marque chaque année le pèlerinage en l'honneur de Notre-Dame de la Délivrande. Venus des quatre coins de la Martinique, les fidèles ont été nombreux à se rendre aux Mornes Rouges. Découverte pour certains et véritable moment de recueillement pour d'autres, chacun a pu vivre à sa manière cet instant unique dans la vie d'un chrétien. José Le Chartier était sur place. Vérifier si tout est en ordre, c'est le rôle de Francille. Elle parcourt inlassablement les abords de l'église afin de vérifier le confort de ses convives. Si elle accorde une importance particulière à ce 30 août, c'est parce que le thème, sur les pas de Laure Sabès, lui tient à cœur. Cette jeune fille de Saint-Pierre qui a eu une conversion fulgurante, je dirais, au pied de Notre-Dame et qui a créé cette congrégation. Alors pour cela, nous avons un petit peu découvert sa vie, puisque c'était vraiment une femme extraordinaire. Et chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, enfin, depuis le 21, nous avions mis en place une neuvaine. Et chaque fois, nous faisions un pas avec Laure Sabès. Dans la nuit de Noël 1862, Laure Sabès fait une surprenante conversion spirituelle au pied d'une statue de la Vierge dans le sanctuaire de Notre-Dame de la Délivrande. Tout comme Laure Sabès, l'illumination est apparue à ce groupe d'amis alors que leur programme était bien défini. Le Seigneur nous a conduits ici. Vous voyez, alors on était émus et en plus avec le Monseigneur Macaire. Alors c'est très important pour nous. Vous voyez, alors vous vous levez le matin, vous dites je vais au cinéma parce que on a programmé la journée. Et voilà qu'on se retrouve au Mornes Rouges avec Monseigneur Macaire à la messe. Elles ne sont pas les seules à profiter de cet instant privilégié. Des quatre coins de l'île, ils ont été nombreux à faire le déplacement. C'est une des messes les plus importantes de l'année, on peut dire ça, avec une belle fête, celle de la ville du Mornes Rouges également. Et pour moi, c'est important d'être là avec la famille. Je viens toujours prier la Vierge pour que je puisse avancer dans tout. C'est génial, c'est toujours un grand bonheur de venir à cette célébration, surtout qu'on se rappelle de ceux qui ne sont plus. Et puis il faut savoir qu'on a eu les larmes récemment au prêcheur qui nous rappelle qu'il y a l'ombre du géant et qu'il y a 1000 personnes qui sont décédées le 30 août. À la sortie de la messe, les pèlerins se ruent vers l'archevêque afin d'y recevoir l'onction. Au-delà de la célébration, c'est aussi un cheminement intérieur pour le premier fidèle du diocèse. C'est mon pèlerinage personnel parce que comme je suis du Mornes Rouge, j'ai toujours été là, même petit, donc c'est beaucoup à la fois de souvenirs, mais en même temps beaucoup d'avenir aussi. Beaucoup d'avenir. Je crois que profondément la foi des fidèles qui viennent ici à ce pèlerinage, c'est une foi qui transporte un peu l'année, tout qui arrive. C'est le début de l'année scolaire en général. La rentrée, c'est en général le lendemain ou la semaine d'après. Eh bien, c'est le cas, voilà. La fête s'est poursuivie dans le bourg. L'occasion pour les commerçants de profiter de cette manne venue du ciel. Il n'y a pas beaucoup de personnes à l'intérieur qui viennent pour le poisson parce qu'ils sont en bus. Et ils disent que le chauffeur ne veut pas par rapport à l'odeur du poisson. Et puis c'est un peu... C'est pas animé trop quoi. On a voulu essayer pour voir si ça fonctionnait bien parce qu'il n'y a pas de poissonnerie au Mornes Rouges. Cette année, il y a un peu moins de monde parce que je pense qu'avec la pluie qu'il y a eu hier, les gens étaient peut-être indécis de venir, mais on a quand même l'affluence. À quelques jours de la rentrée des classes, le Mornes Rouge a déjà fait sa rentrée spirituelle. Dans notre série sur la rentrée scolaire, focus ce soir sur les coupes de cheveux. Tous auront l'air beaux pour le grand jour. C'est en tout cas la volonté de l'Union des familles laïques de Saint-Joseph et de Michel Solmon. Depuis 15 ans, ce quinquagénaire mène une opération solidaire. Il propose ses talents aux plus démunis. D'autres, ayant plus de moyens, se rendent directement dans les salons de coiffure et c'est l'heure du rush. Un constat fait par Johan Boulard. Ici, pas d'enseigne de coiffure. Pourtant, à l'intérieur, on joue du panier du rasoir. T'as pas trop chaud? Non. Bien, ben on y va pour l'euro, d'accord?
Comme chaque année, Michel met son savoir-faire au service des plus nécessiteux. Ils sont contactés par le CCAS. Et donc il y a une étude quelquefois de la situation de la famille. Aîné d'une fratrie de 8, il a connu galères familiales et financières. Aidé par le passé, il a mis en place cette action, un juste retour des choses. C'est une manière de remettre à la société ce qu'elle m'a apporté, parce que beaucoup d'associations, la ville de Fort-de-France notamment, m'a beaucoup aidé, nous ont beaucoup aidés. Pour Christopher, habitué aux coupes maison, c'est l'occasion d'avoir une coiffure digne de ce nom. Il y a des gens qui se sont moqués de mes cheveux et de ma coiffure, mais cette fois-ci, je pense qu'ils ne vont pas se moquer. Je suis content parce que je n'ai plus besoin de démêler mes cheveux chaque matin. Avec le peigne, ça fait super mal. Ça fait une dépense en moins, en plus c'est une commune tout proche, donc c'est juste le déplacement et c'est tout, donc c'est très utile. Changement de décor. Dans ce salon, il faudra s'acquitter de 16 € en moyenne pour se coiffer. Je vais reprendre mon travail. C'est pourquoi je me coupe les cheveux. Ce que j'adore faire comme coupe, c'est une crête. C'est un dégradé bas, qu'on appelle ça américain. Un dégradé américain pour Yanis. Voilà, et éventuellement un dessin. Non, tu veux pas ça. Une manière de couper court aux excentricités des vacances. Pour le retour en métropole, fin de vacances, donc voilà. Teinture, on a tout rasé, on rentre chez nous. La rentrée, une des périodes les plus chargées après Noël. Ça représente à peu près 30% du chiffre d'affaires. Les gens, ils attendent la dernière seconde pour pouvoir venir se couper les cheveux, enfin pour emmener leurs enfants couper leurs cheveux. Concernant les femmes, c'est les coupes habituelles. Hein. Tout ce qui est coupe courte, ce qui est un avantage pour certaines femmes au quotidien. Une affluence qui devrait durer jusqu'à la mi-septembre. L'opération de Michel Solmon et de l'Union des familles laïques, elle, s'arrête lundi, veille de rentrée. Et il ne reste plus que quelques jours avant la rentrée. Dans les écoles, les services municipaux s'activent pour que tout soit fin prêt pour le retour des élèves. C'est le cas dans les écoles Émilie Fordan et Kaizanana à Fort-de-France, où des travaux conséquents ont été engagés pendant les vacances. Un constat qu'a pu réaliser Sandrine Claude. La cour est encore silencieuse, mais cela ne va pas durer. À 5 jours de la rentrée, l'heure est au dernier préparatif à l'école Émilie Fordan. Un rituel que Patricia connaît bien. Il faut dépoussiérer les tables, on a que les armoires, on a les bibliothèques et puis après que le sol. Quelques mètres plus haut, on s'active pour finir d'installer la nouvelle toiture. Uniquement composée de modulaires, les salles de classe souffraient d'un problème d'étanchéité. Près de 100 000 € ont dû être éjectés. Bon, le choix technique que nous avons fait, c'est de poser une surtoiture qui permet donc d'avoir une pente et l'évacuation rapide de l'eau. Et à ce moment-là, les salles sont complètement hors d'eau. Dans cette école de 12 classes, le plus gros a déjà été fait. Donc en fait, on a un drain collectif posé ici. Vérification du réseau électrique, dernier coup de balai, les équipes entament les finitions. Nous sommes, on va dire, à 95% donc, de l'avancement de nos travaux. Nous terminons avec ce que vous voyez ici, quelques éléments donc, de finition de peinture, quelques abords, la sécurisation extérieure. Branle-bas de combat également dans cette école maternelle située à Didier. La bâtisse est ancienne, elle a donc fait l'objet d'une attention particulière. Nous avons ici le passage d'une canalisation souterraine qui tombe dans une canalisation un petit peu plus grande qui récupère les eaux de surface. Des travaux assez importants donc, de réfection et de tout le réseau d'évacuation des eaux de pluie. Et comme chaque année, l'objectif premier est la sécurité des élèves. La ville a donc investi plus de 70 000 €. Nous avons une attention particulière pour tout ce qui est conformité, mise en conformité tant électrique, la partie du réseau électrique, que la lutte contre l'incendie. Nous sommes particulièrement attentifs à tout ça, effectivement avec un public très jeune. La municipalité se donne encore 2 jours pour que les 7000 petits Foyalais retrouvent leurs écoles comme neuves. Et pour aller plus loin avec nous sur ce plateau, Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que tout sera prêt pour la rentrée scolaire ?
Oui, tout sera prêt pour la rentrée scolaire et pour accueillir un peu plus de 7000 élèves dans les écoles maternelles et élémentaires de Fort-de-France sans aucune difficulté. On voit que les travaux et les nettoyages sont encore en cours? Oui, les travaux, on est en train de terminer les derniers travaux de sécurisation, de mise hors d'eau de certaines écoles. Et puis, on a entamé les travaux de nettoyage aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour que les écoles soient propres et accueillantes pour la rentrée des enseignants qui aura lieu lundi 3 et puis des élèves à partir de mardi 4. Est-ce qu'il y avait des problématiques particulières pour cette rentrée au niveau des aménagements et travaux? Oui, on avait quand même des problématiques de mise hors d'eau de certaines écoles, notamment des écoles qui sont faites en modulaire. Et donc on a décidé d'ajouter des surtoitures. Et puis quelques petites problématiques de classes supplémentaires, parce que malgré la diminution très faible cette année de la population scolaire à Fort-de-France, avec le dédoublement des classes en CP, on avait par exemple une problématique importante sur l'école Marcel Placide pour pouvoir accueillir la demi-classe dédoublée supplémentaire cette année. Mais tout sera prêt et OK pour que la rentrée puisse se faire dans de bonnes conditions. Baisse de la population des effectifs, est-ce que ça veut dire que des classes vont fermer? Non, globalement, cette année, on a observé un ralentissement de cette diminution de la population. On a moins de 1% de baisse, 89 élèves de moins, alors que les années précédentes, on allait jusqu'à 4-5% de diminution de la baisse des effectifs. Et puis, on a eu 4 fermetures de classes et 4 ouvertures de classes. Donc, certaines écoles ont perdu des classes, d'autres en ont gagné. Et au total, ça s'équilibre sur le nombre de classes. Et tout sera fait pour que les enfants soient accueillis dans d'excellentes conditions cette année encore. Est-ce que ça inquiète les parents, particulièrement ces fermetures de classes? Ça inquiète les parents, ça interpelle les parents, ça interpelle la municipalité également. Et nous nous opposons toujours à la fermeture des classes parce que nous partons du principe que lorsque l'effectif diminue, eh bien, ça permet de diminuer le nombre d'élèves par classe et donc d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage dans les écoles de Fort-de-France. Et on a aujourd'hui une moyenne qui oscille entre 18 et 20 élèves par classe, ce qui est, de mon point de vue, satisfaisant pour permettre aux enfants d'avoir un apprentissage de bonnes conditions. En parlant d'apprentissage nouveau, est-ce qu'il y aura des ateliers particuliers qui seront ouverts cette année dans les écoles de Fort-de-France? Cette année, nous allons mettre l'accent sur les ateliers pédagogiques expérimentaux, ce que j'appelle les APEX. Je souhaite vraiment que les élèves, en partenariat avec les équipes éducatives, donc on va travailler avec les directeurs d'école, avec les inspecteurs de circonscription, je souhaite qu'on accentue le travail sur la connaissance de notre culture, sur la connaissance de notre patrimoine et notamment du patrimoine de la ville, que les enfants s'approprient davantage leur quartier et également qu'on ait un axe sur les problématiques environnementales, la préservation de notre environnement, de cet environnement magnifique que nous offre la Martinique, pour que ces élèves puissent participer à l'éducation de la société, au changement des pratiques et des mentalités et qu'ils contribuent à influer sur le comportement des adultes dans la connaissance et dans la préservation de notre environnement. Est-ce que vous avez les moyens de mettre tout ça en place? Oui, nous avons les moyens de mettre tout ça en place parce que l'éducation, comme la culture, font partie des priorités de la ville de Fort-de-France. Comment construire une société responsable si on ne met pas l'accent sur l'éducation, si on ne met pas l'accent sur les jeunes, si on ne permet pas non plus aux jeunes, dans le domaine du numérique, de côtoyer des métiers nouveaux et donc de pouvoir se projeter dans l'avenir. Tout ça, on se donne les moyens de le faire progressivement. On va aussi progressivement monter en débit et relier un certain nombre d'écoles qui sont raccordables à la fibre optique pour pouvoir avoir de meilleures conditions d'utilisation des outils numériques qui sont à leur disposition dans les classes. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que les enfants, les jeunes qui fréquentent les écoles à Fort-de-France aient les moyens de devenir demain des citoyens responsables et de se projeter dans l'avenir et de croire en l'avenir, ce qui leur permet aussi de pouvoir rester en Martinique et de pouvoir trouver de quoi s'épanouir sur notre territoire. Alors on parle là de moyens techniques. En termes de moyens humains, l'an dernier, les contrats aidés avaient posé problème dans pas mal d'établissements. Il y avait des grèves importantes. Est-ce que cette année, par exemple, à Fort-de-France, on va retrouver cette problématique? C'est une problématique qui se pose puisqu'on a diminué le nombre de contrats aidés. Donc on a diminué les moyens mis à disposition des associations qui accompagnent les enfants hors du temps scolaire. Et donc la ville de Fort-de-France prend une partie du relais, s'organise pour pouvoir prendre le relais avec une problématique constante, c'est la diminution de ces moyens. Donc c'est aussi un problème de cohésion
cohésion sociale parce que vous avez des écoles, vous avez des quartiers où les enfants ont besoin de cet accompagnement, d'un accompagnement de qualité. Et donc, c'est un problème qui, je pense, va se poser à nouveau à la rentrée. Vous savez que j'étais opposé à cette diminution de moyens, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine associatif. Et si les choses restent en l'état, mais les difficultés vont persister. Et donc, est-ce qu'on peut s'attendre à des grèves, justement, à la rentrée ? Non, je ne sais pas si on peut s'attendre à des grèves à la rentrée. Le problème, les difficultés qui se posent, ce sont des difficultés de prise en charge des enfants. La finalité, c'est la prise en charge de l'enfant dans de bonnes conditions, à la fois pendant le temps scolaire, mais aussi hors du temps scolaire. Et la diminution de ces contrats aidés pose des difficultés aux associations, donc aux collectivités derrière, pour assurer une prise en charge de qualité. Notre objectif, c'est de faire en sorte que le temps que l'enfant passe à l'école lui soit profitable et que l'école lui permette de s'insérer dans son environnement, lui permette de connaître son environnement, de connaître les fruits de son pays, de connaître la culture de son pays, de connaître l'évolution de sa ville, de son quartier, de savoir d'où on vient et pour pouvoir dire après où on ira demain matin. Et tout ça, ça se fait avec du personnel municipal, mais ça se fait aussi avec l'appui des associations et donc des contrats aidés. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a ces moyens-là? Aujourd'hui, la ville de Fort-de-France se donne les moyens. On a près de 700 personnels qui sont déployés dans les écoles pour accompagner les enfants, que ce soit au niveau des garderies, que ce soit au niveau de la pause méridienne, entre midi et 2, dans les cantines, les ATSEM qui accompagnent les enfants dans les classes. Et donc, on a près de 700 personnels qui sont déployés dans les écoles et le renfort des associations n'est pas de trop pour avoir une prise en charge de qualité. On va rester, Didier Laguerre, à Fort-de-France avec la destruction aujourd'hui des bâtiments à la cité Bonaire, l'une des plus anciennes de la capitale. Il y avait beaucoup d'émotions lors des premiers coups de pelleteuse, comme on peut le voir. C'est une page qui se tourne pour les résidents qui n'ont pas hésité à filmer et nous envoyer ces images. C'est l'une des plus anciennes résidences de Fort-de-France. Quelle est votre réaction quand vous voyez ça? C'est une réaction d'émotion parce que c'est une page qui se tourne, mais c'est aussi une nouvelle page qui s'ouvre. C'est une nouvelle histoire qu'on va écrire avec les habitants de Bonaire sur le site. Il ne faut pas oublier que Cité Bonaire, c'est une copropriété dégradée sur laquelle la ville a initié un programme pour permettre la démolition qui a commencé et la reconstruction avec le retour des habitants de Bonaire. Il y a 321 logements, donc 321 familles, dont beaucoup sont des personnes âgées qui ont été déplacées de Morne-Pigevin. Il ne faut pas oublier que Cité Bonaire vient de la reconstruction et la réhabilitation du quartier Morne-Pigevin qui a donné la cité qu'on appelle les Hauts-du-Port. Et une partie de la population a été installée à Cité Bonaire. Donc c'est une page de l'histoire de la ville qui se tourne et c'est une nouvelle page qui s'ouvre et c'est un écoquartier qui va être construit et qui va permettre à ses habitants de retrouver leur environnement, de retrouver leurs relations, leurs voisins dans de meilleures conditions de vie et de sécurité parce que la cité était devenue particulièrement insécure en matière sismique. Très bien, merci Didier Laguerre d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir, merci. En bref, une femme mortellement agressée par son fils âgé de 21 ans, souffrant d'handicap mental sérieux, est morte des suites de ses blessures. Le drame s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi au François, au quartier Morne-Pitot. Transportée à l'hôpital, elle n'a pas survécu à ses blessures. Également, un homme de 50 ans a fait une chute de plusieurs mètres au Morne-Rouge depuis un pont. Il est tombé effectivement dans la rivière en contrebas. Gravement blessé, il a été pris en charge par les secours et l'hélicoptère Dragon 972. Ses jours ne seraient pas en danger. L'attention au centre pénitentiaire de Ducos. En une semaine, 7 altercations ont eu lieu occasionnant des blessures des détenus. Lundi, c'est un gardien qui a été blessé en voulant s'interposer entre 3 individus. Selon les syndicats, la montée de la violence est provoquée par l'installation d'une ceinture de sécurité autour de l'enceinte de la prison. Elle aurait ralenti l'introduction de substances illicites et de téléphones portables, mais aurait augmenté les tensions à l'intérieur de l'établissement. On écoute maintenant la réaction du secrétaire local adjoint info pénitentiaire. Il répond aux questions de Johan Boulard. Ce lundi, on a eu l'agression d'un collègue lors d'une tentative de séparation d'une bagarre entre détenus. Il s'est fait prendre un coup de poing avec la lèvre fissurée. Ça n'a pas fait de bagarre générale, mais un petit groupe qui profite sur d'autres pour justement pour des téléphones, pour de l'herbe, pour tout ce qui est produit illicite, qui est très difficile à faire entrer. Donc ces bagarres sont tous les jours depuis une semaine. Donc ça commence et ça va se propager, ça va continuer. Il aurait fallu 2 établissements afin de pouvoir éradiquer un petit peu cet effet de violence qu'il y a vis-à-vis de la population pénale, parce qu'on a les prévenus, les condamnés, même s'ils ne se côtoient pas dans les mêmes cellules, dans les mêmes unités de vie,
mais se coûtera dans les couloirs. Cette maison pour peine serait été élaborée pour des personnes placées sous main de justice qui seront vraiment adaptées pour eux. L'un des fondateurs de la Ligue Handisport de Martinique est décédé ce matin. Jean-Paul Cocotte est mort à l'âge de 56 ans des suites d'une longue maladie. Homme d'action, impliqué en sport et en politique, notamment à la ville du Lamentin. Nous l'avions rencontré en juin 2016 à l'occasion de la Journée de l'Homme. Je vous propose de regarder ce reportage. Jean-Paul non plus n'a pas eu un parcours facile. Marié à 21 ans, père à 22 et frappé de handicap à 24 après un cancer. C'est une période très difficile de ma vie. Ça fait maintenant 30 ans. Et donc il a fallu me battre contre la tumeur et puis contre les aléas qui viennent avec, quoi. Donc tout ce qui concerne la paraplégie, ça s'est associé à d'autres maladies, notamment maintenant la maladie rénale, les problèmes cutanés, les problèmes osseux. Donc toute une série de difficultés qui ont jalonné ma vie auxquelles il a fallu me battre énormément. Une lutte acharnée qui l'a mené à créer la Ligue Handisport, un autre combat qu'il a fallu mener de front. C'est très très compliqué puisque à l'époque le sport était un embryon d'une activité au sein de la HPM, hein, l'Association des handicapés physiques de la Martinique. Et puis à un moment il a fallu qu'on se structure, qu'on soit reconnu au niveau du ministère, des collectivités, des élus, tout ça. Donc il a fallu créer une ligue, un comité régional. Mais face à ses filles, son handicap semble disparaître. Avec elle, il retrouve une seconde jeunesse. Malgré tout ce qu'il a pu traverser, il reste quand même au niveau du physique très jeune. Et souvent, d'ailleurs, d'autres petites anecdotes, on m'a déjà prise pour sa copine, par exemple. Donc bon, avec papa, on rigole de ces petites choses-là. Donc voilà, on a vraiment une complicité, rien à dire, vraiment. Et des fois, malgré la maladie où il se dit qu'il n'a pas été un bon père, au contraire, quand on voit des pères qui sont tout à fait, qui n'ont pas de problème de santé, de handicap, lui, il a vraiment joué son rôle jusqu'au bout et il continue jusqu'à maintenant de le faire. Pour ce père de famille comblé, la Journée internationale de l'homme, c'est tous les jours. Les parents d'élèves de l'AMEP mobilisés pour améliorer les conditions au sein de l'établissement. Après avoir constaté une dégradation du service de restauration, ils organisent demain soir un concert gratuit afin de récolter des fonds. Une manifestation organisée notamment avec la collaboration d'une école de musique, La Rose Musicale. Sandrine Claude a rencontré quelques musiciens. J'ai accepté de participer au projet pour améliorer mon établissement et surtout pour la musique. Il y a des difficultés et c'est un peu normal de s'entraider. C'est important parce que c'est pour mon école, donc c'est un petit peu pour moi aussi. Je sais jouer de la musique, donc on va faire plaisir aux gens qui viendront nous écouter et on espère qu'ils pourront aider à financer l'école de l'AMEP. L'appel AMEP est présente donc, dans l'établissement. Certains membres font partie donc, de la commission restauration. Donc nous avons dressé un constat où donc, il était nécessaire d'améliorer ces conditions, que les enfants mangent dans de meilleures conditions. Donc c'est un self. Donc, qui soit, je vais dire, dans une situation meilleure que celle qu'ils ont actuellement et que ça puisse se passer dans de bonnes conditions. Le concert est prévu donc, ce vendredi à, je vais dire, 18h45, dès 18h45 à l'église Saint-Laurent-du-Lamentin. Ça va être un très très bon moment de louange, un bon moment de solidarité, donc de rencontre. A noter que le concert aura lieu à l'église Saint-Laurent du Lamentin. Place maintenant au JT des communes, toujours plus proche de vous. La rentrée avant l'heure. La Caisse des écoles de la ville du Marigot a reconduit son opération Ma Première Rentrée, une action menée pour accompagner les familles dont les enfants effectuent leur premier pas à l'école maternelle du Bourg et de Valentine Brédas. Ils ont reçu cet après-midi un pack comprenant sacs et matériel scolaire pour l'année, de quoi leur donner envie de bien travailler.
Parmi les meilleurs moments de la saison du JT des communes, ce reportage diffusé en 2016, Hubert Bornil s'était rendu au lycée de l'Union, route de Didier, un établissement dont la survie était menacée par la diminution des effectifs. Ici, des centaines de Martiniquais, en tout cas des générations de Martiniquais ont été formés durant des années. On se rappelle de cet établissement, l'IME, fondé à l'époque par l'écrivain Édouard Glissant. Dans cette demeure aujourd'hui, l'équipe enseignante accueille environ 200 enfants et puis il y a surtout une classe de communication. Le lycée de l'Union, anciennement dénommé IME, est un établissement privé sous contrat d'association avec l'éducation nationale. Situé dans un environnement typiquement familial, ici les élèves bénéficient d'un suivi régulier, on dira presque à la carte. C'est la marque de la maison. J'ai visité un peu leur site. Bon, j'ai vu que la qualité est pas mal, même si ça a l'air petit. Enfin bon, c'est petit, mais c'est intéressant, c'est assez convivial, etc. Sur place, les enseignants dispensent des cours dans plusieurs filières, dont le portugais et les arts plastiques pour la seconde générale. Par ailleurs, en enseignement supérieur, un BTS communication est proposé. Leur méthode de fonctionnement est assez originale et puis c'est assez suivi. Ouais, on a des cours très détaillés en fait, donc ouais, c'est intéressant. La liste n'est pas exhaustive, mais elle peut vous aider. Donc, le rythme est assez soutenu. Donc les élèves sont toujours proches de nous, ils viennent nous voir lorsqu'il y a un souci, ils ne comprennent pas ce genre de choses. Mais ce travail-là est fait constamment, régulièrement. À l'instar d'autres établissements scolaires, on ne peut pas dire que le lycée de l'Union a bénéficié de la désaffection de certains élèves du lycée Schellcher. Est-ce que cette structure serait tout simplement en train de tomber dans l'oubli? Une chose est sûre, il y a peu d'effectifs dans les filières pré-bac, alors que l'on retrouve des classes de 25 en enseignement supérieur. On a beaucoup d'élèves qui viennent du public, qui viennent chez nous. Donc nos statistiques sont assez correctes, compte tenu de l'origine scolaire des élèves, mais les élèves qui rentrent chez nous dès la seconde font 3 ans sans problème. Une chose est sûre, il y a peu d'effectifs dans les filières pré-bac, alors que l'on retrouve des classes de 25 élèves en enseignement supérieur. En visitant cet établissement, forcément, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est le peu d'élèves que l'on rencontre dans certaines classes. On peut d'ailleurs se poser des questions quant à la survie même de ce lycée de l'Union. Info pratique, maintenant pour ceux qui souhaitent donner leur sang, les équipes de l'EFS seront présentes demain vendredi 31 août sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Valais, zone de Petite Cocoste à Ducos, de 13h à 18h et comme chaque jour ouvré à la Maison du Don au CHU Pierre-Zop d'Akitman de 9h à 16h. C'est la fin de votre journal local et régional. Avant de nous quitter, voilà les titres que nous avons développés ce soir. Les fidèles se sont déplacés et rassemblés par centaines aux Mornes Rouges. Les chrétiens avaient rendez-vous aujourd'hui pour le pèlerinage de Notre-Dame de la Délivrande, un moment fort où chacun a pu exprimer sa foi. Suite de notre série sur la rentrée scolaire avec cette fois le passage chez le coiffeur. À quelques jours de la reprise, l'heure est à la coupe de cheveux, des coupes accessibles à tous, peu importe le budget. La rentrée qui se prépare également dans les établissements. Pour ceux de la ville de Fort-de-France, c'est l'heure des travaux, des aménagements indispensables pour garantir l'accueil et la sécurité des élèves. Le monde du handisport est en deuil. Jean-Paul Cocotte, l'un des fondateurs de la Ligue de Martinique, est décédé d'une longue maladie. Connu pour son engagement, il a été président de la Ligue pendant 16 ans. Il était aussi très impliqué dans la vie politique au Lamentin. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. À 20h, 2 épisodes de votre série Grey's Anatomy. Retrouvez demain Céline Chalonneau à 18h50 pour les titres. Moi, je vous laisse ici et je vous souhaite une très bonne soirée sur ATV.